Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass Entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Quel premier pas pour lancer son projet? Je me présente, je suis Louise de Rochechouart, responsable de pôle à l'Avise, une association que je vais vous présenter dans un petit instant. Peut-être juste avant, donc sur cette masterclass, le format que je vous propose aujourd'hui, c'est, moi j'ai réalisé une présentation de 20 à 25 minutes. Et on aura ensuite 20 minutes dédiées pour des échanges en questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les inscrire dès à présent dans le chat. Pour cette masterclass, je vous propose tout simplement qu'on la réalise en 3 temps. Donc tout d'abord, un petit rappel sur l'économie sociale et solidaire. Finalement, de quoi parle-t-on? Un deuxième temps sur qu'est-ce qu'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Et enfin, un troisième temps plus pour discuter autour des acteurs qui peuvent vous accompagner et vous financer dans la création de votre projet. Mais du coup, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quand même l'Avise, donc l'association pour laquelle je travaille. Donc l'Avise, c'est une agence d'ingénierie qui vise à développer l'économie sociale et solidaire à un niveau national. On a 5 grands métiers que vous pouvez voir ici en bas, ce sont les carrés violets. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais les principaux métiers qui sont utiles pour vous aujourd'hui, c'est qu'on a tout d'abord une mission qui est d'outiller les porteurs de projets et les entreprises de l'économie sociale et solidaire via notre centre de ressources, avise.org, je vous en reparlerai, mais sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'outils pour créer et développer votre projet. Donc ça, c'est vraiment une de nos missions qui nous prend finalement un certain temps de notre activité. On a un autre métier qui est également assez important, c'est l'animation de communautés des acteurs de l'accompagnement. Je vous présenterai certaines de ces communautés un petit peu plus tard, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ces acteurs de l'accompagnement spécialisé ESS existent et que nous, du coup, nous les accompagnons et l'animons au niveau national. On a après d'autres métiers, on développe en fait des programmes d'accompagnement sur des sujets spécifiques, par exemple l'insertion par l'activité économique dans le secteur de l'agroécologie. On accompagne également nous-mêmes certaines entreprises de l'ESS quand elles changent d'échelle et on finance également des initiatives innovantes sur l'économie sociale et solidaire. Et le tout en fait un peu sur l'ensemble de la phase d'un développement de votre projet, donc à la fois quand vous êtes en train de créer votre projet, quand vous cherchez à le consolider, si vous cherchez à le changer d'échelle, diversifier, aller sur un nouveau territoire. Si, on le verra un petit peu plus tard, mais vous cherchez justement à montrer quelle est la valeur sociale générée par votre projet. Ou enfin, une dernière action qui est sur ce qu'on appelle, nous, la structuration des écosystèmes territoriaux. En fait, plus simplement, c'est le lien qu'on fait avec les collectivités et les acteurs du développement économique pour que l'ESS soit reconnu comme un acteur de développement économique à part entière. Rapidement, quelques chiffres clés. Donc ça, c'est juste pour vous dire aussi un petit peu ce que vous pouvez trouver aussi parmi nos outils. Donc il y a plus de 600 ressources qui sont disponibles sur notre portail avise.org, soit qu'on produit nous, soit qui sont aussi produites par des partenaires. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à faire vos recherches. Et on a également environ 400 acteurs de l'accompagnement qui sont animés au niveau national. Et ça, je vous le dis aussi parce que les acteurs de l'accompagnement, ils sont là avant tout pour vous aider sur tout le territoire. Je propose de passer à notre première partie qui est finalement de refaire un point sur qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire. Pour commencer, un peu de rappel historique. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique depuis le 19e siècle, comme vous pouvez le voir. Mais l'idée, c'était de vous montrer en fait, que l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est le croisement de plusieurs courants qui ont émergé depuis le 19e siècle. Donc, on a tout d'abord l'économie sociale qui est née en fait, juste au moment de la révolution industrielle, où on a eu justement des groupements de salariés ou de consommateurs qui ont commencé à se mettre en collectif pour protéger leurs droits ou revendiquer des choses. On a ensuite un nouveau cap qui est en 1901, donc la fameuse loi 1901 associée 1901 qui crée vraiment la liberté de s'associer et d'entreprendre. Dans les années 70 et 80, on a vraiment tout ce qui est développement de l'insertion par l'activité économique. Je pense que vous avez tous vu autour de vous des chantiers d'insertion. Donc c'est vraiment le développement de cette économie-là. Et puis dans les années 2000, on a ce nouveau terme qu'on emploie quand même pas mal finalement aujourd'hui, d'entrepreneuriat social, donc plus les entreprises qui cherchent à avoir un impact social et environnemental. Et en fait, pour nous, l'économie sociale et solidaire, elle est vraiment définie en 2014. Il y a une loi relative à l'ESS qui est née en cette année-là et qui vise justement à regrouper un peu tous ces courants dont je vous ai parlé un petit peu avant autour de 4 grands principes qui finalement les regroupent et les fait converger. Donc en fait, les entreprises de l'ESS, celles que le définit cette loi de 2014, ce sont des organisations qui placent l'efficacité économique au service de l'humain et de l'environnement. Et non l'inverse. Donc l'idée, c'est vraiment des organisations qui mettent au cœur de leur modèle, au cœur de l'activité, la recherche d'un impact social ou environnemental et qui mettent leur modèle économique et leur activité au service de l'atteinte de cet impact. Je fais un petit crochet ici. J'emploie le mot entreprise de l'ESS dans le sens projet d'entreprendre. On le verra par la suite, mais il y a plusieurs statuts juridiques, formes juridiques qui existent, notamment association, coopérative, entreprise commerciale.
Et donc toutes ces entreprises de l'ESS, elles doivent suivre les 4 principes que vous voyez ici, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, la poursuite d'une utilité sociale, la recherche d'un modèle économique viable, puisque l'idée c'est que ces entreprises, elles durent dans le temps et qu'elles créent des emplois durables, donc c'est que vraiment elles soient stables, une gouvernance démocratique, et un principe de lucrativité limitée. Je le détaillerai un petit peu plus tard par la suite. L'idée, c'est pas de dire on s'interdit de faire du chiffre d'affaires ou de faire des bénéfices, mais c'est qu'en revanche, tout ce qui est produit comme valeur financière, elle doit être mise au service du projet ou au service de la société. Je vous propose un petit zoom sur qu'est-ce que l'utilité sociale, puisque c'est un joli mot, mais c'est pas toujours très clair ce qu'on met là-dedans. En fait, l'utilité sociale, c'est vraiment pour ces entreprises-là de soutenir des personnes en situation de fragilité et de lutter de façon plus générale contre les exclusions et les inégalités. Et en fait, il y a plein de façons de le faire et on le fait aussi dans plein de secteurs différents. Vous avez quelques exemples ici. C'est vrai qu'on pense souvent quand on parle de soutenir des personnes en situation de fragilité, par exemple à l'aide au retour à l'emploi pour des personnes qui sont au chômage depuis longtemps. Mais on a aussi, là, vous avez d'autres exemples. Par exemple, les épiceries solidaires qui permettent en fait à des personnes qui sont en situation de précarité financière d'accéder à une alimentation de qualité ou également aussi tout ce qui est accès aux soins ou accès au logement, pareil pour des personnes qui pourraient être éloignées des aides qui sont classiques. Petit zoom sur que représente l'ESS aujourd'hui en France, puisque c'est quand même assez important. Donc aujourd'hui, on a 13 millions de personnes qui s'engagent bénévolement dans l'économie sociale et solidaire, 2,4 millions de salariés, ce qui représente en fait plus de 10% de l'emploi salarié français, donc c'est pas rien. 5000 créations d'entreprises, quelle que soit la forme juridique, chaque année. Et donc aujourd'hui, 160 000, un petit peu moins, d'entreprises qui sont employeuses, le tout représentant plus de 10% du PIB français. Et ces entreprises de l'ESS, en fait, elles sont vraiment présentes dans une grande diversité de secteurs. Donc, vous en voyez ici un certain nombre et certaines illustrations. L'idée, en fait, de montrer ça, c'est plus de se dire qu'en fait, l'économie sociale et solidaire et entreprendre dans l'ESS, c'est vraiment une façon d'entreprendre qui est un petit peu différente et qui est d'entreprendre autrement. En fait, n'importe quel projet, entre guillemets, n'importe quelle idée de projet peut devenir un projet d'économie sociale et solidaire si vous recherchez finalement à mettre un impact social ou environnemental au cœur de votre projet. Si vous voulez ouvrir un restaurant, par exemple, ça peut devenir un projet de ESS si vous cherchez à employer des personnes en difficulté, si vous cherchez à faire des prix peut-être accessibles pour des personnes qui ont moins de revenus, etc., etc. Pour finir sur cette partie sur qu'est-ce que l'ESS, je vous ai mis ici quelques exemples d'entreprises de l'ESS. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a sur la slide. Pour information ou rappel, le support sera disponible en ligne, donc vous pourrez évidemment reprendre ces diapositives. Donc on a par exemple Habitat des Possibles, qui est une association en fait qui cherche à favoriser l'accès à des logements alternatifs aux maisons de retraite pour des seniors qui sont isolés. On a l'association Rejouer, qui en fait est une association d'insertion qui cherche du coup à proposer une insertion professionnelle durable pour des personnes éloignées de l'emploi et qui au passage lutte contre le gaspillage en proposant en fait le recyclage, réemploi de jouets et la vente en vrac. Et puis en troisième exemple, on a le réseau Cocagne, qui est également une association qui vise également l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et qui là aussi a une mission en objet social de donner accès à une alimentation saine pour les personnes qui n'en auraient pas les moyens. Donc ça, c'était pour notre partie qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire, mais je pense qu'il vous intéresse aujourd'hui, si vous êtes là, c'est entreprendre dans l'ESS, qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'y prend. Alors, une des premières étapes, vous avez peut-être déjà une idée de projet, mais peut-être pas. Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est de savoir où trouver l'inspiration. Donc là, je vous ai mis plusieurs ressources sur lesquelles vous pouvez aller naviguer. Tous les liens sont cliquables, donc quand vous aurez le support, vous pourrez vraiment aller naviguer sur ces différentes ressources. L'idée de trouver l'inspiration, en fait, il y a deux cas de figure. Soit vous n'avez pas du tout d'idée de projet, vous savez juste que vous voulez porter un projet qui soit engagé socialement ou environnementalement parlant. Et donc là, vous pouvez trouver évidemment des idées. Mais même si vous avez déjà une idée de projet, c'est important d'aller voir en fait ce qui s'est déjà fait de proche ou pas pour un peu plus vous inspirer, parce qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui a été fait dans une autre région que la vôtre, mais dont vous pouvez vous inspirer. Et puis après, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait déjà en bas de chez vous, et ça vaut le coup en fait peut-être d'aller rencontrer ces acteurs pour comprendre ce qu'ils ont fait, comprendre peut-être s'ils ont des besoins, et peut-être voir comment votre projet peut ou pas s'insérer dans le leur. Donc sur notre portail avis.org, vous avez des portraits de structures de l'ESS qu'on alimente régulièrement. Vous avez également des dossiers qui sont vraiment thématiques sur les secteurs d'activité à enjeu. Donc là, par exemple, sur l'alimentation durable, sur la culture, sur l'économie circulaire, sur l'éducation.
Il y en a une douzaine en tout. Vous avez également donc, le Carrefour des innovations sociales, qui là est une carte en fait, qui recense vraiment tous les projets d'innovation sociale en France. Et vous avez également un certain nombre de médias qui peuvent vous permettre de vous informer autrement et qui souvent mettent en lumière des initiatives ou des projets qui sont inspirants. Une fois qu'on a trouvé un petit peu plus l'idée, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre dans l'ESS ? Donc entreprendre dans l'ESS, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est satisfaire à ces 4 grands principes qui sont définis par la loi. Et on va revenir sur chacun en fait, c'est un petit peu l'idée de cette partie. Peut-être avant ça, je ne vous l'ai pas dit avant, mais pourquoi est-ce que c'est un intérêt d'être une entreprise de l'ESS et d'être reconnue par la loi en tant que telle comme entreprise de l'ESS ? Tout simplement parce que, on le verra un petit peu plus tard, mais comme tout entrepreneur, vous avez accès à des financements classiques de création d'entreprise, mais le fait de relever de l'ESS et donc d'être vraiment qualifié entreprise de l'ESS, ça peut vous permettre d'avoir accès à des financements qui sont vraiment dédiés à ces activités-là, qui vise à développer la société et lutter contre les inégalités. Pour revenir à nos 4 principes, donc on va commencer par poursuivre une utilité sociale. Qu'est-ce que ça implique en fait concrètement pour un projet de poursuivre une utilité sociale ? Soutien des personnes en situation de fragilité, lutter contre les exclusions. En pratique, qu'est-ce que ça peut donner ? Donc l'idée, c'est qu'il y a 3 grandes possibilités en fait pour poursuivre cette utilité sociale que vous pouvez évidemment combiner. Donc par exemple, vous pouvez lutter contre les exclusions via vos salariés, puisque vous employez des personnes qui sont par exemple éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est notamment les structures d'insertion qu'on a vues tout à l'heure. Vous pouvez avoir une utilité sociale puisque vous mettez une action qui vise à lutter contre l'exclusion de vos clients. Donc par exemple, je parlais des épiceries solidaires tout à l'heure. Là, ça permet à des personnes qui ont peu de ressources ou moins de ressources d'avoir accès à des produits de qualité. Donc là, vous luttez contre les exclusions et les inégalités via cette activité-là. Et ça peut être également via votre mode de production. Donc là, par exemple, on a toutes les initiatives qui visent à garantir un juste revenu à des producteurs. Sur le deuxième principe, recherche d'un modèle économique viable. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée des entreprises de l'ESS, c'est vraiment qu'elles soient pérennes dans le temps. Et donc on a souvent en tête que toutes ces organisations-là, elles vivent de subventions, au crochet des financeurs, etc., etc. Mais en fait, l'objectif des entreprises de l'ESS, c'est vraiment d'avoir ce modèle économique qui soit viable et qui soit pérenne. Donc, il faut avoir un projet économique et une activité économique. Donc vous pouvez produire des biens et des services, vous pouvez faire du chiffre d'affaires, vous pouvez faire des bénéfices, on y reviendra un petit peu après, c'est encadré, mais vous avez le droit de faire tout ça. Vous devez surtout en fait faire tout ça, sinon votre projet il ne peut pas durer dans le temps. Vous créez aussi du coup des richesses, vous créez des emplois. L'idée c'est d'avoir un équilibre entre les revenus et les dépenses, et puis de pouvoir prendre des risques et puis innover, notamment sur les sujets d'innovation sociale, dont on pourra parler un petit peu plus tard si vous avez des questions sur le sujet. Et donc, en fait, en lien à ça, vous avez un vrai projet économique, et j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, mais du coup, vous avez des ressources qu'on va appeler hybrides, puisqu'on a, comme dans l'entrepreneuriat classique, en fait, des recettes qui vont être issues de la vente de vos biens et de vos services, mais également du coup du fait que vous relevez l'ESS, vous allez avoir accès à des financements dédiés, donc par exemple des fonds publics. On a par exemple un certain nombre de collectivités, départements, régions et même au niveau de l'État qui soutiennent les projets d'économie sociale et solidaire, et également des fonds issus de particuliers. Donc ça, c'est par exemple tous les dispositifs d'épargne salariale, mais aussi d'entreprises ou de fondations. Sur le troisième principe qui est la gouvernance démocratique. Donc là, l'idée vraiment, c'est d'avoir dans votre organisation un processus de décision qui inclut les différentes parties prenantes de votre entreprise. Donc parties prenantes, ça peut être vos collaborateurs, ça peut être vos partenaires, ça peut être vos bénéficiaires ou vos clients. On a par exemple souvent en tête l'idée du modèle de gouvernance des coopératives, donc une personne égale une voix. Il y a d'autres formats, c'est pas forcément une personne égale une voix, mais l'idée c'est en tout cas d'avoir des instances dans lesquelles vos parties prenantes peuvent exprimer, peuvent aiguiller un petit peu le projet et que du coup ça soit vraiment un projet collectif et qui soit au service d'un territoire et d'un besoin qu'on veut résoudre. Le quatrième principe, qui est la lucrativité limitée, j'ai commencé à vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, en tant qu'entreprise de l'ESS, vous pouvez vendre des biens, oui c'est ça, vous pouvez produire des services, vous pouvez faire du chiffre d'affaires, enfin vous devez sinon vous ne tenez pas d'ailleurs, vous pouvez avoir des produits, mais l'idée c'est vraiment que la rentabilité de votre entreprise, elle soit mise au service de la finalité sociale et donc vraiment au service de votre impact. Du coup, en fait, concrètement, on a une rémunération qui est limitée du capital, on a d'ailleurs rarement des actionnaires dans les entreprises de l'ESS, ou en tout cas on ne rémunère pas autant que dans les entreprises classiques. On met souvent en place un encadrement de l'échelle des salaires, donc ça c'est l'écart entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut de l'entreprise, et du coup tous les bénéfices on les met au service du projet, des collaborateurs, ou aussi également en réserve pour prévoir le futur si jamais on a un moment une baisse de soutien.
pour presque finir sur cette partie-là, je voulais rapidement faire un zoom sur les formes juridiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais donc je parle de entreprise de l'ESS, mais il y a plusieurs formes juridiques qui sont possibles et qui sont reconnues par la loi. Donc vous avez les 5 ici, coopérative, association, fondation, mutuelle, société commerciale, du moment qu'elles remplissent les 4 principes qu'on a vus juste avant. Donc c'est juste pour vous dire que celles-ci existent, et ce qui est important quand vous entreprenez dans l'ESS, c'est de ne pas commencer par définir quel statut juridique vous voulez prendre. En fait, c'est vraiment dans le sens que ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le statut juridique, vous le définissez en fonction de votre projet. Quelle est votre activité, quelle est la gouvernance que vous voulez mettre en place, quelles sont les activités ou services que vous voulez produire. En fait, c'est toutes ces questions-là qui vous permettront après de définir quelle est la forme juridique la plus adaptée à votre projet. Pour finir sur cette partie-là, mais il y en a encore une autre, restez là, 4 conseils pour vous avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ces 4 conseils, en fait, ils sont issus donc là pour le coup d'un guide méthodologique qu'on a créé à la VIS qui s'appelle « Se lancer dans l'entrepreneuriat social ». Voilà, j'en ai un exemplaire ici que vous pouvez voir de loin, qui est vraiment un guide du coup qu'on a créé en collaboration avec plusieurs entrepreneurs sociaux, des accompagnateurs aussi, pour vraiment en dégager quelles sont les bonnes pratiques et les éléments, les étapes clés en fait finalement pour créer son projet et le réussir. Donc il est en libre téléchargement sur ce lien, sur notre portail toujours, donc n'hésitez pas. Et donc j'en ai sorti 4 conseils, mais il y a plein d'autres choses évidemment dedans. Le premier, c'est d'aborder ce qu'on a appelé les montagnes russes dans l'entrepreneuriat social. En fait, comme tout projet d'entrepreneuriat, entreprendre dans l'ESS, on a des hauts, on a des bas, c'est pas un long fleuve tranquille, on doit souvent faire évoluer son idée, on a souvent d'ailleurs une idée d'un besoin auquel on veut répondre avec une idée de projet qui finalement ne correspond pas tout à fait à la réalité. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent, donc faut pas se décourager, faut les aborder et puis finalement on arrive quand même généralement à des beaux projets. Le deuxième conseil, c'est d'évaluer le temps de maturation de votre projet. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un projet d'ESS, comme je vous le dis, en fait, il cherche à répondre à un besoin de société. Et donc, c'est plus complexe que juste trouver une demande, une offre qui corresponde à une demande. Donc, il y a un temps de maturation qui est souvent plus important, tout simplement parce qu'on a besoin de plus d'allers-retours avec les partenaires du territoire, avec les bénéficiaires aussi, pour être sûr que son action, elle soit vraiment adaptée. Le troisième point, ça c'est plus pour vous, c'est mesurer l'investissement personnel nécessaire pour mener à bien votre projet et aussi celui qui est disponible. Tout simplement pour que vous soyez dans une situation qui vous permette de penser sereinement votre projet, que vous ayez les conditions financières pour vous le permettre, que vous ayez le temps personnel suffisant en fait pour vous y investir. Et le quatrième point, alors adopter quelques règles pour réussir sans se perdre. En fait, il y en a un certain nombre dans ce petit guide, mais je vous en ai extrait quelques-unes. En fait, il y a quelques règles qui permettent vraiment de ne pas se planter, tout simplement. Donc le premier, en fait, c'est, je vais vous en dire 2-3, mais en fait, le principal élément, c'est de ne pas construire son projet en chambre, tout seul. Ce qui est hyper important, c'est vraiment d'aller se confronter au terrain, le confronter à la réalité. Donc aller le tester assez rapidement, le faire évoluer, s'adapter, puis retester un petit peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi vraiment beaucoup de partager avec d'autres porteurs de projets, avec des acteurs de l'accompagnement, avec des clients, vos idées. Ne gardez pas votre idée pour vous. On ne va pas vous voler une idée, en vrai. De toute façon, si c'était une super idée pour vendre millionnaire, je pense qu'elle aurait existé déjà. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir en parler autour de vous pour prendre des bons conseils et puis du coup, finalement, avoir le projet qui soit le plus pertinent possible. Je vais passer à ma troisième partie, du coup, qui est se faire accompagner. Pourquoi, déjà? Et puis par qui? Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a remarqué qu'en France, se faire accompagner, ça permet aux entreprises d'être plus pérennes. On a 50% des entreprises nouvelles qui disparaissent au cours de leurs 5 premières années, alors que finalement, c'est que 34% des entreprises qui ont été accompagnées à qui ça arrive. Donc déjà, il y a une question de chiffre quand même et de pérennité. Et après, ça peut vous permettre vraiment de prioriser vos actions, de mieux structurer vos projets, puisqu'il y a des experts qui peuvent vous aider sur des sujets techniques comme le modèle économique ou le modèle juridique, de surmonter des périodes de doute, de construire votre modèle économique et quand même de développer votre réseau, ce qui est très important quand on crée une entreprise. Pour choisir votre accompagnement, en fait, je vous l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais les créateurs de projets d'économie sociale et solidaire, ce sont des entrepreneurs classiques. Donc, vous pouvez très bien vous faire accompagner par des dispositifs généralistes qui existent, les chambres de commerce et d'industrie, le réseau BGE, les incubateurs classiques, etc. Après, ce sont des entreprises qui ont du coup des spécificités liées à leur mode d'entreprendre différent, donc les fameux 4 principes relatifs à la loi dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, en fait, il y a des acteurs spécifiques qui peuvent vraiment vous aider, qui sont, eux, ont l'expérience sur ces sujets-là particuliers, sur ce mode d'entreprendre particulier et qui peuvent du coup vous conseiller. Pour choisir votre accompagnement, il y a quelques critères là que je vous ai indiqués qui sont assez importants à prendre en compte, enfin très importants. Tout d'abord, c'est le stade d'avancement de votre projet. Vous n'allez pas aller vers le même accompagnateur selon que vous avez juste un embryon d'idée, un projet déjà un petit peu ficelé ou un projet qui a déjà été bien développé.
Et puis d'autres critères qui sont là plus pour vous, le temps que vous avez à disposition pour le projet, peut-être les thématiques de votre projet. Il y a des accompagnateurs qui sont spécialisés sur l'économie circulaire, par exemple. Votre profil, il y a des accompagnateurs qui vont être spécialisés sur l'accompagnement des femmes ou des jeunes. Le contenu du programme, évidemment, les modalités de sélection et le coût de l'accompagnement. Je vais vous présenter après des acteurs qui sont spécialistes de l'accompagnement ESS, qui sont souvent soutenus par des acteurs publics ou privés, mais il peut y avoir un reste à charge de votre part, et du coup, c'est important de regarder. Vous retrouverez ici des articles et des cartographies pour vous repérer parmi tous les accompagnements qui existent, ainsi qu'un article qui recense les appels à projets des incubateurs ESS que je vais vous présenter juste après. Je vais vous présenter deux acteurs clés pour vous faire accompagner. Tout d'abord, à un niveau régional, la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, il y en a une par région, c'est vraiment un acteur clé puisque c'est vraiment le représentant de l'ESS sur votre territoire. Ils ont également souvent des chargés de mission qui sont sur des territoires plus petits, notamment départements par exemple. Donc n'hésitez pas à les contacter. En fait, ils ont à la fois la connaissance plus fine de quel est l'ESS sur le territoire aujourd'hui, c'est qui les acteurs, ça représente combien d'emplois, c'est quoi les secteurs porteurs, c'est quoi les grosses entreprises qui sont dans le secteur sur votre territoire. Et donc, ils peuvent aussi après vous mettre en réseau, ils organisent souvent des événements d'interconnaissance, etc., etc. Donc, renseignez-vous sur leur site, il y a souvent plein de choses qui s'y passent. Donc, c'est vraiment un acteur clé d'entrée. Et après, vous pouvez avoir accès à plein d'autres choses. L'autre communauté d'acteurs que je voulais vous présenter, c'est la communauté Émergence et Accélération qu'on anime, nous, à l'AVIS depuis 2015. Qui en fait regroupe 120 incubateurs spécialisés dans l'ESS qui sont présents vraiment sur tout le territoire national et qui aujourd'hui regroupe 300 professionnels de l'accompagnement qui sont vraiment spécialisés sur l'accompagnement à la création de projets ESS. Et la particularité de cette communauté qu'on anime, nous, l'AVIS, c'est que ces acteurs, en fait, sont du coup soutenus par des acteurs publics et privés locaux et proposent des programmes avec une accessibilité entre guillemets financière pour les porteurs de projets, c'est-à-dire que le reste à charge est très faible, voire nul, grâce au soutien des autres acteurs du territoire. Vous retrouverez ici, je sais qu'on ne le voit pas très bien, mais c'est une cartographie de ces acteurs par région. Vous avez ici en tout cas différents liens qui vous permettront de repérer, déjà comprendre un petit peu mieux qui sont ces acteurs, parce que moi je vous l'ai présenté en à peu près 10 secondes, mais en tout cas aussi le panorama par région de ces membres de cette communauté, et puis un annuaire des acteurs et des dispositifs d'accompagnement où vous pouvez filtrer également aussi par rapport au stade justement de développement de votre projet. Après l'accompagnement, ce qui est important, c'est également le financement. On ne va pas se mentir, ça reste toujours quelque chose de clé quand on veut créer son projet. Et comme dans l'entrepreneuriat plus classique, en fait, obtenir un premier financement, ça fait souvent effet levier pour attirer d'autres financeurs et pour vraiment lancer votre activité. Donc en fait, on a les mêmes types de financement que pour les entrepreneurs classiques. On les a segmentés, nous, en 4 principaux besoins de financement. Tout ce qui est financement un petit peu en amont de votre projet, donc l'étude d'opportunité de lancer votre projet, une expertise juridique, donc notamment pour définir la forme juridique la plus adaptée à votre projet stratégique. Tout ce qui est ensuite plus les charges classiques, donc les coûts, les dépenses qui sont générés par vos activités, le loyer, les salaires, les frais bancaires, les achats de petites fournitures, etc., etc. Les investissements qui sont là des dépenses que vous faites à un instant T, mais qui vont vous servir vraiment plusieurs fois au cours de l'activité ou sur du long terme. Donc là, par exemple, ça peut être un achat de matériel informatique, pourquoi pas un achat d'immeubles si vous en avez besoin. Et puis un besoin en fonds de roulement qui correspond à vos besoins en trésorerie. Donc sur les offres de financement, alors pareil, je ne sais pas si vous voyez bien puisque la diapositive n'est pas très grande, mais l'AVIS a réalisé aussi une cartographie des différentes offres de financement qui existent. Là pour le coup dédiées à l'émergence, à la création d'entreprises de l'ESS. Vous retrouvez également ces supports sur notre portail en cliquant sur ces liens. Je le redis encore une fois parce que c'est important, en tant qu'entrepreneur de l'ESS, vous avez accès à des financements dédiés à l'économie sociale et solidaire, mais aussi au financement de l'entrepreneuriat classique. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner là-dessus. Par rapport à ces actions de financement, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais un des réseaux de l'ESS qui peut être utile à contacter, ils ont des antennes aussi un peu partout sur les départements et régions, c'est le réseau France Active, qui ont vraiment un conseil très précieux en la matière et qui en plus connaissent très bien les spécificités de l'économie sociale et solidaire. Pour finir, je vous ai mis juste quelques ressources pour aller plus loin, puis après je prendrai les questions s'il y en a avec plaisir. C'est plus là des ressources ou des acteurs que vous pouvez contacter ou sur lesquels vous pouvez aussi encore naviguer. Donc là, il y a quelques acteurs clés pour s'informer, donc il y en a un certain nombre. Donc
je vous reparle encore une fois du portail d'Avis.org, qui est Centre de ressources nationales sur l'économie sociale et solidaire. ESS France, qui en fait chapeaute l'ensemble des chambres régionales d'économie sociale et solidaire. France Active, dont je vous ai parlé, qui sont notamment experts sur toutes les questions de financement, mais ils font aussi un peu d'accompagnement de projet. Vous avez ensuite plusieurs réseaux de structures de l'ESS, donc le mouvement associatif, qui est le réseau des associations, l'UDES, qui est le groupement des employeurs de l'ESS, etc., etc. Donc n'hésitez pas, pareil, naviguer sur leur site ou les suivre. Il y a souvent aussi un certain nombre d'événements qui sont organisés et qui sont ouverts à tous. Voilà. Et pour finir, je finissais sur le centre de ressources, mais je pense que je vous en ai déjà pas mal parlé. Donc en tout cas, n'hésitez pas à y aller. Je le redis encore une fois, mais il y a vraiment beaucoup de choses sur ce site qui sont toutes en libre accès. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention. Et du coup, s'il y a quelques questions, je serais ravie d'y répondre. Ah, donc il y a une question qui est de Jean-Claude pour préciser la notion de bénéfice dans les entreprises de l'ESS. Alors, je vais essayer de répondre avec ma compréhension de la question. En fait, la notion est la même, c'est-à-dire que les comptes de résultats, toutes les démarches comptables que vous faites, comptes de résultats, bilan, etc., sont faits de la même façon entre une entreprise de l'ESS et une entreprise classique. La seule différence, c'est qu'en fait, les bénéfices que vous réalisez dans le cadre de votre entreprise de l'ESS, pour le coup, elles ne doivent pas viser à l'enrichissement personnel. En fait, elles doivent viser à la pérennisation de l'activité ou au développement de nouveaux projets, de nouvelles activités. Donc, c'est plus l'utilisation que vous en faites qui est encadrée par la loi. Et après, je vous avoue que je n'ai pas en tête les seuils. Mais on a un autre guide qui ressemble à celui-ci, dans lequel il y a toute la réponse, qui s'appelle « Choisir la forme juridique adaptée à votre projet », dans lequel il y a, je me souviens notamment, le seuil de bénéfice maximum pour une association. Mais je ne l'ai plus en tête, pour être honnête. Alors j'ai une autre question, mais je n'ai pas de nom. Donc, dans le cas de création d'une entreprise d'insertion, hormis les subventions sur les salaires, quels sont les autres financements à disposition ? Donc on a une question sur, alors je la répète, voilà, pour les entreprises d'insertion, hormis les aides finalement pour les salaires, est-ce qu'il y a d'autres financements auxquels on peut recourir ? Alors oui, en fait c'est difficile comme question de répondre à cette question, d'avoir une réponse simple, puisqu'en fait les financements que vous pouvez prétendre dépendent vraiment du projet. Donc sur la partie insertion en tant que telle, alors je vous avoue en plus c'est pas ma spécialité, c'est vrai que beaucoup d'aides sont concentrées sur l'aide au poste en fait, tout simplement, l'aide à la création des postes. Après je pense qu'en fonction du projet plus précis de l'entreprise, vous pouvez avoir accès à d'autres aides, mais c'est vrai que là comme ça j'ai pas la solution magique à vous proposer, ni l'acteur magique à contacter, mais par exemple, là je pense à des choses qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, il y a pas mal d'aides en ce moment du gouvernement sur tout ce qui est transition environnementale, transition agroécologique. Donc par exemple, si votre projet c'est de l'insertion à travers ces métiers-là, il y a des subventions à aller chercher par ailleurs, complémentaires, je pense, à votre activité. À celle que vous avez déjà, pardon. Alors j'ai une autre question de Clément. Est-ce que finalement, selon vous, vous pensez qu'il y a un manque de financement pour les structures de l'ESS ou pas par rapport à des structures classiques ? Donc une question de Clément qui demande si, d'après moi, il y a un manque de financement des structures de l'ESS ou pas par rapport au financement pour les entreprises classiques. Alors pareil, je vais faire une réponse à moitié, c'est-à-dire que je ne suis pas expert des montants de financement dédiés aux entreprises classiques. J'ai envie de dire oui et non, en fait, c'est-à-dire que ce qui est compliqué pour nous pour financer les entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est qu'en fait, j'arrête pas de vous dire que vous êtes un entrepreneur classique et que vous avez droit aux aides classiques, mais pour certains acteurs, c'est parfois compliqué de faire rentrer, par exemple, une association dans les cases classiques de dossiers de financement. Donc nous, il y a quand même un enjeu là-dessus qui est comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre, en tout cas prêcher la bonne parole, que ces entreprises peuvent aller chercher des financements classiques et comment parfois on les fait rentrer dans les cases. Quand parfois on vous demande finalement votre rentabilité économique, oui, pour une entreprise de l'ESS, ça n'a pas de sens, puisqu'en fait, l'idée justement, c'est pas d'avoir le maximum de rentabilité économique, mais plutôt d'avoir un maximum de rentabilité sociale. Donc je ne sais pas s'il y a un manque... Alors, si vous me donnez mon vrai avis à moi, je voudrais qu'il n'y ait que des entreprises de l'ESS et que toute entreprise relève de l'ESS. Donc, à ce moment-là, on va dire oui. Après, il y a quand même pas mal de financements qui sont dédiés à ça, mais la difficulté, c'est qu'on a du mal à décloisonner, en fait. C'est ce que je dirais. Alors, pour l'instant, il n'y a plus de questions, mais vous avez parlé tout à l'heure d'innovation sociale. Vous pouvez préciser ? Oui, alors tout à fait. Donc, une question sur est-ce que je peux parler un petit peu plus de l'innovation sociale ? Alors, en fait, l'innovation sociale, je prends 10 secondes pour réfléchir. L'innovation sociale, en fait, c'est
c'est pas égal à l'économie sociale et solidaire, mais on se rend compte que les entreprises de l'ESS sont quand même celles qui sont le plus créateurs d'innovation sociale. Qu'est-ce qu'on entend par innovation sociale ? En fait, l'innovation sociale, l'idée, c'est donc une solution innovante. Donc quand on dit innovante, c'est pas forcément la chose à laquelle personne n'a pensé, mais c'est quelque chose qui n'existe pas sur le territoire où vous souhaitez lancer votre projet. Donc voilà, innovante, ça peut être ça. Ça peut être innovante, mais inspirée de quelque chose qui s'est fait ailleurs. Donc ça, c'est ça. Donc c'est une réponse innovante qui vise finalement à répondre à un besoin qui est peu ou pas déjà adressé par le territoire. Donc vous vous rendez compte qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui ne marche pas sur le sujet. Par exemple, je dis n'importe quoi, je sais pas, vous habitez dans une ville où finalement vous vous rendez compte que vraiment il y a énormément de personnes éloignées de l'emploi qui n'arrivent pas du tout à remettre le pied à l'étrier et vous, alors je vais prendre un exemple facile, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous entendez parler de l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Si vous ne connaissez pas ce projet, je vous invite à le regarder parce qu'il est vraiment passionnant, qui pour le coup prend le problème à l'envers. En fait, là, l'idée de l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, c'est en fait de créer des entreprises avec les demandeurs d'emploi. Donc, quand je dis avec, c'est dans le projet d'entreprise, dans l'idée de création d'entreprise, dans le projet, en fait, ces demandeurs d'emploi sont intégrés à la création du projet, à la réflexion du projet, ainsi que les partenaires locaux. Et donc là, l'idée, c'est de créer après une entreprise qui emploie ces personnes en CDI et qui fait un peu après, qui travaille après à trouver des missions pour les faire travailler pour le territoire. Donc, en fait, c'est vraiment ça le côté innovation sociale, c'est on a un besoin il y a un manque, en gros il y a quelque chose qui n'existe pas et on va trouver une solution innovante pour répondre à ce besoin-là. Et il y a aussi l'idée d'intégrer dans la démarche le plus de parties prenantes possible, donc des futurs bénéficiaires, des collectivités, les entreprises du territoire, enfin vraiment le plus de monde possible pour faire une réponse qui soit vraiment dédiée sur le territoire. On a une question de Georges Henry qui nous dit qu'il y a un fort accent qui est mis sur le local et les territoires, mais le S de solidaire couvre-t-il les femmes et les hommes en dehors du territoire hexagonal, et est-ce que l'AVIS a des relais à l'international ? Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est international. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'ancrage local et territorial, mais ça peut être un ancrage dans une ville ou un pays qui soit hors de France. Quand je dis local ou territorial, c'est pas sur le territoire français, mais en fait, on sait que les entreprises sociales et solidaires, elles s'attachent vraiment à travailler sur quand même, s'ancrer localement, même si elle peut avoir un rayonnement national, même si on peut avoir des activités qui sont internationales, qui sont mondiales potentiellement. J'ai des exemples d'entreprises sociales qui ont des activités dans plusieurs pays. Si on découpe, c'est quand même des activités qui s'ancrent toujours très, très localement. Donc oui, évidemment, l'économie sociale est internationale. Il y a d'ailleurs, j'en profite, mais l'OCDE qui a lancé une grande action là sur promouvoir l'économie sociale et solidaire. Donc en anglais, c'est Social and Solidarity Economy. Donc vraiment, c'est la traduction littérale. Donc il y a plein d'actions à l'international qui visent aussi à développer ces initiatives. Après, la spécificité en France, c'est justement la loi relative à l'ESS de 2014. En fait, on a juridiquement, légalement, on est quand même assez structuré comme écosystème. Donc là-dessus, on a de la chance parce qu'il y a plein de... Enfin, pareil, au niveau des financements, on a quand même aussi pas mal de choses qui existent. Donc c'est vrai que moi, je parle beaucoup de la France, mais ça existe à l'international. L'AVIS n'a pas de relais en tant que tel à l'international. En revanche, on travaille évidemment avec des réseaux internationaux. On échange des pratiques avec des réseaux européens, avec des réseaux internationaux. Voilà, donc ça, il y a toute une section sur notre portail. On travaille par exemple avec le réseau UCLI Network. Là, on échange beaucoup avec des réseaux espagnols, suédois, pour justement échanger entre nous les bonnes pratiques et voir comment chacun, après, dans notre pays, on peut prendre ce qui est importable chez nous aussi, parce que c'est pas le même fonctionnement, et pouvoir développer ça chacun de notre côté, ensemble. Une autre question de Delphine. Donc, si l'entreprise de l'ESS n'est pas une association, est-ce qu'elle a les mêmes aides ? Oui. Tout à fait, en théorie. Alors après, entreprise de l'ESS, bien sûr, il faut respecter les 4 principes dont je vous ai parlé qui sont inclus dans la loi. Pareil, je ne vais pas vous cacher qu'au début, ça a été... en fait, parfois, selon les acteurs auxquels vous vous adressez, ce n'est pas toujours très bien connu. Ce terme entreprise de l'ESS. Je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi quelque chose du coup pour accentuer la reconnaissance des entreprises commerciales qui s'engagent dans l'ESS qui s'appelle l'agrément ESUS. Entreprise solidaire d'utilité sociale, qui en fait du coup est là un dossier que vous déposez auprès de la directe et dans lequel vous pouvez prouver au moment du dépôt du dossier que vous satisfaisez bien ces critères-là et que donc vous relevez de l'ESS.
en théorie, tous les financements dédiés à l'ESS sont ouverts aux associations, aux coopératives, aux entreprises commerciales, agréées ESUS. Souvent, c'est la condition qu'on met pour vraiment les distinguer. Après, c'est vrai que parfois, selon les acteurs, selon les tendances politiques, selon les connaissances aussi, en fait, tout simplement, de ces dispositifs-là, il y a parfois un petit travail d'acculturation à faire, des personnes qui sont encore très associations et moins entreprises ESUS. Mais oui, en tout cas, tous les financements de l'ESS sont ouverts aux entreprises commerciales agréées ESUS. Et justement, est-ce qu'une SASU répond à la gouvernance démocratique ? Alors j'ai une question très technique. Est-ce que la SASU répond à la gouvernance démocratique ? Alors je sais qu'une SASU peut être une entreprise de l'ESS. Je sais que nous, côté Avise, vu qu'on veut que ce soit plutôt des projets portés collectivement, qui impliquent des parties prenantes, on recommande plutôt, enfin on pousse plutôt, même pas on recommande, on pousse plutôt le format SAS. Mais alors oui, il faut voir comment. Je vous avoue, je suis pas experte sur ce sujet de gouvernance, mais une SASU peut être entreprise de l'ESS. Alors j'ai une question qui me demande si je peux présenter rapidement les différentes formes juridiques possibles, c'est ça ? Organisation juridique possible. Alors oui, je peux vous présenter rapidement ça et après je vous renverrai s'il faut vers notre guide qui en parle beaucoup plus et qui en fait justement, enfin surtout ce guide, je suis désolée, il n'est pas là, il vous fait surtout vous poser les bonnes questions pour choisir votre forme juridique, puisque vraiment, comme je vous le disais, l'idée c'est pas de se dire je vais monter une asso pour faire ça, c'est je veux faire ça. Je creuse mon modèle économique, je creuse mon activité, je creuse mon organisation, je creuse la gouvernance que je veux mettre en place, si moi je me rémunérais ou pas, parce qu'il y a ça aussi qui est important. Et en fonction de tous ces paramètres-là, j'identifie quelle est la forme juridique la plus adaptée. Et sachant que ce qui est important aussi, c'est qu'il est possible aussi de passer d'une forme juridique à une autre. Je vais représenter après, j'ai pas oublié la question. Mais par exemple, nous on voit beaucoup de projets qui nous disent qu'ils ont commencé sous forme associative. Parce que c'est plus facile, c'est plus souple pour déposer des statuts. C'est plus facile au début quand on a une petite activité ou pour tester son projet, et qui au bout de un an ou deux, là se structure sous une autre forme. Souvent sous forme coopérative ou société coopérative, souvent sous forme coopérative, mais ça peut être aussi sous forme commerciale. En tout cas, ça peut être un bon démarrage. Alors, je vais vous présenter un petit peu, mais alors encore une fois, je m'excuse, je ne suis pas experte sur ces formes-là. J'ai un petit peu travaillé sur le sujet, mais je ne connais pas tout. Et en fait, je ne sais même pas exactement quoi vous présenter là-dedans, parce que c'est en même temps tellement large que je ne sais pas. Je réfléchis, excuse-moi, sur comment prendre bien les choses. Alors, je vais exclure les fondations et les mutuelles qui sont peut-être des formats un petit peu différents. Et si vous créez un projet d'économie sociale et solidaire, il y a assez peu de chances que vous commenciez par créer une mutuelle ou créer une fondation. Ça peut arriver plus tard, mais je pense que c'est pas les trois formes en fait plus classiques de porteurs de projet, c'est quand même plutôt ces trois-là. L'association, du coup, l'association de loi, alors c'est l'association de loi 1901. C'est pas les associations culturelles ou sportives, hein, c'est vraiment les associations d'utilité sociale. Donc ça, c'est important pour relever l'ESS et pour avoir des financements ESS. Une association culturelle n'est pas forcément entreprise de l'ESS. Du coup, association, que vous dire ? C'est un groupement d'individus qui se regroupent du coup sous ce format associatif. L'idée initialement d'une association, c'est en tout cas de ne pas forcément se rémunérer sur ces activités-là, en tout cas pas en tant que dirigeant, mais vous pouvez employer des personnes. En fait, historiquement, les associations... On a encore l'image d'associations qui fonctionnaient vraiment sur l'obtention de subventions, que ça soit privé ou public, et qui après menaient des activités d'intérêt général qui sont vraiment entre guillemets pas rentables. Et donc on a par exemple toutes les associations, les grandes associations qu'on connaît tous, tout ce qui est Restos du Cœur, Apprentis d'Auteuil, Secours catholique, qui sont vraiment des associations d'intérêt général et qu'on voit un peu comme un peu c'est de l'argent de l'État qui vise à aider les plus démunis puisqu'il n'y a pas de modèle derrière. Ce qui est intéressant, alors je réponds à moitié à la question, mais je vous raconte d'autres choses, c'est que ces associations, même celles-ci, même ces grosses-ci, elles ont parfois développé aussi des activités commerciales. Alors après, si ça prend une certaine partie du chiffre d'affaires, il faut penser à la sectoriser pour avoir une fiscalité différente ou pourquoi pas créer, adosser une entreprise commerciale. C'est aussi possible d'avoir deux organisations juridiques, une association et une entreprise commerciale qui en font des services différents. Mais du coup, en fait, de plus en plus, les associations, même sous forme associative,
Elles commencent à proposer des produits et services parce qu'elles ont aussi besoin de diversifier leur financement. Et en fait, on ne peut plus aujourd'hui, et tout le monde s'en rend compte, fonctionner avec des subventions. Donc elles ont besoin de ça, à la fois pour se réinventer, à la fois aussi pour mieux coller à la réalité, à la fois pour répondre aussi à un besoin d'engagement, parfois de partenaires. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur les associations. Je ne réponds pas forcément aux détails techniques, j'en ai bien conscience, mais là on va toucher mes limites juridiques, donc je préfère m'abstenir que vous raconter des bêtises. Les coopératives, ce sont des sociétés commerciales, mais qui ont un statut particulier, une qualification particulière qui est la coopérative, qui là, pour le coup, vise vraiment à ce que les décisions soient prises collégialement avec l'ensemble des collaborateurs, notamment de l'organisation. Donc, c'est vraiment comment est-ce que j'inclus l'ensemble de mes parties prenantes et notamment de mes salariés dans un collège de décision, dans un format de décision qui soit plus collégial et plus coopératif. Mais sinon, les coopératives sont des sociétés commerciales initialement, juste avec un qualificatif un peu particulier, qui fait que notamment sur la gouvernance, elles ont des fonctionnements un petit peu différents. J'ai plus de questions pour le moment, mais finalement, quel serait votre conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'ESS ? Alors, quel serait pour finir mon conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'ESS ? Je vais en donner plusieurs, ça va regrouper un peu ce que je vous ai dit avant. Mais pour moi, le premier, c'est si vous voulez vous lancer dans l'ESS, que vous ayez ou pas une idée de projet, c'est important de regarder ce qui se fait. Encore plus si vous avez une idée, parce qu'en fait l'inspiration c'est hyper important aussi pour voir ce qui s'est fait qui est bien, voir ce qui se fait sur la même idée que vous mais que complètement différente aussi, ça peut vous aider à mieux caler votre projet. Je reprends mon idée de restauration, de restaurant qui vise à l'insertion professionnelle. Il y en a un qu'on peut trouver génial et un où c'est pas du tout notre projet, donc ça permet aussi d'un peu d'affiner ce qu'on a envie de faire comme projet, donc ça je pense que c'est hyper intéressant. Et puis franchement si vous avez l'occasion de rencontrer les porteurs de projets, les gens sont souvent ravis de partager ce qu'ils ont fait, leur parcours, leurs difficultés, pour que justement vous ne repassiez pas par les échecs entre guillemets ou les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc ça c'est un premier conseil, vraiment regardez ce qui se fait, même si vous avez une idée précise, c'est hyper précieux, et n'hésitez pas à aller rencontrer des porteurs de projets. Ça c'est vraiment mon premier conseil, et aussi en fait tout simplement parce que s'il y a déjà la même idée que vous à 300 mètres de chez vous, en fait ça sert à rien de créer de projet. Il ne faut pas oublier que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles visent à répondre à un besoin de société. Donc en fait s'il y a déjà quelque chose, en fait, c'est pas grave, il y a d'autres façons, soit vous pouvez travailler ensemble, soit vous pouvez développer une nouvelle activité de ce projet-là, soit vous pouvez le créer ailleurs. Mais du coup, c'est important de garder l'idée de pourquoi je le fais au début. Je le fais au début pour répondre à un besoin. Donc, par exemple, je veux lutter contre le chômage. Ces personnes, elles bossent dans la restauration, elles n'ont plus d'emploi, je veux créer ça. Si ça existe déjà, c'est important de se mettre en lien avec des acteurs potentiels qui le feraient déjà, et aussi dans une optique d'obtention de financement, très pragmatiquement parlant. Si vous proposez un projet qui existe déjà, globalement, on va vous regarder de façon un peu bizarre. Ça, c'est un point d'attention de l'ensemble des financeurs que nous on rencontre. C'est regarder déjà si ça existe déjà sur le territoire. Parce qu'en fait, si oui, on ne va pas recréer un projet alors qu'on est déjà en train d'en soutenir un. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est très important. Et le deuxième, je resterai peut-être à deux, mais pour moi, le deuxième, c'est vraiment restez pas isolés et faites-vous accompagner. Enfin, on a la chance vraiment en France d'avoir un écosystème d'accompagnement qui est très bien fourni. Pas toujours très lisible, ça j'en conviens, il y a pas mal de dispositifs et c'est pas toujours facile de se repérer lequel est le plus pertinent pour moi. Il y a plusieurs incubateurs ESS sur un territoire, c'est pas toujours très clair les différences entre eux quand vous les lisez. Mais si vous allez vous les rencontrer, en fait, eux généralement se connaissent et pourront vous orienter vers celui qui est le plus pertinent pour vous. Et vraiment faites-vous accompagner parce que c'est... alors si vous n'en avez pas besoin, que vous avez déjà toutes les compétences, c'est pas un passage obligé non plus, évidemment, je veux pas vous forcer à faire ça si vous n'en avez pas besoin. Mais en tout cas, allez les rencontrer pour justement voir si vous en avez besoin ou pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui permet vraiment généralement de s'ancrer plus durablement aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'ancrage territorial. Même si vous êtes très très calé en modèle juridique, en modèle économique, que les formes juridiques ESS vous maîtrisez parfaitement, ainsi que toutes les complexités de financement, rien que pour en fait faire votre réseau, rencontrer des autres porteurs de projets, rencontrer plus facilement l'élu en charge de l'ESS, le partenaire c'est des acteurs qui connaissent quand même aussi généralement bien les territoires. Donc ça serait vraiment mon deuxième conseil. Et juste donc une dernière question peut-être donc de Clément qui vient de dire que finalement l'ESS et son écosystème ne représentent pas l'ensemble de notre économie aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se généralise Une très belle question de conclusion de Clément qui, je résume, mais qui nous dit que... j'ai oublié le début, mais que malheureusement l'économie sociale et solidaire ne représente pas toute notre économie aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça le devienne ? Ce serait mon rêve, je vous avoue. Donc, si vous avez la solution, je la prends aussi par chat.
Après, c'est plein d'actions en fait qui sont menées de concert par les acteurs de l'ESS. Alors, on est en train de mieux s'organiser aussi. C'est un secteur qui en fait a été finalement un peu créé en 2014, donc de façon formelle, légale, structurelle. Donc, c'est pas non plus c'est pas si récent, mais c'est pas si vieux non plus par rapport à l'économie conventionnelle. Donc, on est aussi en train un peu nous, les différents acteurs, de mieux se coordonner, de mieux travailler ensemble pour parler d'une même voix. Et je trouve que là, ça commence à être assez intéressant. On voit quand même qu'il y a pas mal de après aussi, il y a des contextes économiques et sociaux qui font que on a des opportunités à saisir et je ne vous cache pas, même si c'est un épisode difficile pour tout le monde, que la crise qu'on vient de passer a quand même remis ces sujets-là au goût du jour. Donc c'est à nous aussi, acteurs de l'ESS, mais aussi acteurs citoyens, de s'en saisir et donc d'essayer d'en faire la norme. Donc on promeut, on porte les messages et on se lance et on porte des beaux projets. Merci beaucoup à tous.